Salut à tous, bienvenue dans iWeek, toute l'actu Apple en live, parce que oui, on est en direct en ce mardi soir, 20h, on est ensemble pour 1 heure autour de l'actualité de l'écosystème Apple, et je ne suis pas seul aujourd'hui dans ce studio. C'est un grand plaisir pour moi de retrouver une des figures d'iWeek. Il a été absent pendant quelques semaines, mais il est de retour et c'était sans doute pour mieux revenir. Salut Teddy. Salut Benjamin, écoute, très content de te retrouver, toute la bande après 2 mois et demi d'absence, je crois. Nous aussi, ça nous fait super plaisir de te revoir. Ouais. Et bon, ça a été 2 mois et demi où il s'est passé quand même pas mal de choses, puisque le site MyTeleland que j'avais créé au mois de septembre 2013, je crois, ou 2014, pardon, s'est arrêté parce que voilà, j'ai eu un certain nombre de soucis qui ont fait que j'avais plus trop le temps de m'en occuper. Mais l'avantage, c'est qu'en 2 ans et demi d'activité, grâce aux centaines de milliers, pardon. Tu peux dire ça, des millions à travers le monde. Enfin voilà, j'ai réussi à rencontrer un petit peu tout le monde qui constitue la high-tech en France, journalistes, blogueurs, youtubeurs, constructeurs, attachés de presse. Et donc, plutôt que de laisser tomber ce réseau, je me suis dit que ça serait bien de le mettre à profit pour une cause qui me touche beaucoup. Et donc, je suis en train de mettre en place en fait une association caritative qui aura pour but d'organiser des journées de découverte des nouvelles technologies pour les enfants qui sont hospitalisés en service de cancérologie pédiatrique. Et donc j'avais déjà dévoilé le concept dans le dernier épisode de l'école des fanboys. Et là, en exclu pour les téléspectateurs d'iWeek, je dévoile le nom. En fait, cette association s'appellera les Lutins du Phénix. Pour une raison très simple, c'est qu'en fait, les lutins, c'est la façon dont moi je désigne les enfants de manière générale et les miens en particulier. Et le phénix, c'est comme ça que certains de mes amis m'appellent, parce que je renais toujours de mes cendres d'une certaine manière, donc voilà. Et le lancement, ça devrait être pour septembre, avec, on espère organiser une première journée à l'hôpital Necker à Paris avant Noël. Bon, écoute, bravo pour cette initiative qu'on suivra forcément ici sur Watch. Parce que d'abord, on t'aime, et puis c'est une très très belle idée, une très très belle initiative. Tu es de retour dans iWeek, ça veut dire que tu vas reprendre les bonnes vieilles habitudes. Et ces bonnes vieilles habitudes, elles se font dans les meilleures marmites, hein, et les marmites. Pardon de vous comparer à des marmites, les amis. Mais en tout cas, les fidèles d'iWeek sont au rendez-vous aujourd'hui. Il va manquer Guillaume, il va en manquer quelques-uns, mais quand même, 3 des visages familiers que tu connais, Teddy, sont avec nous. Et je suis aussi très heureux de saluer, par exemple, notre ami Jean-Christophe, par exemple. On va commencer. Hello. Voilà. Très heureux de saluer notre ami Jean-Christophe Vigne. Salut Jean-Christophe. Salut, très heureux d'être de retour parmi vous après quelques semaines pas mal occupé moi aussi sur le projet Akin.tech et voilà, content de reprendre le fil d'iWeek. Vous m'avez manqué. Voilà, Akin.tech, c'est ta nouvelle boîte. Voilà, c'est ça, c'est la boîte que je crée à San Francisco, qui est une nouvelle manière de faire du shopping pour des produits technologiques, avec des tests rigoureux et la vente de produits une fois testés. C'est-à-dire qu'on ne vend que des bons produits. Bon, écoute, un petit peu de promo pour une fois, on n'a pas l'habitude d'en faire, voilà. Mais Teddy a commencé avec une bonne œuvre. Allez, chacun va y aller de sa promo. J'ai voulu commencer par toi, mais j'ai pas réussi. Il est grand temps d'aller sur la Côte d'Azur avec toi, Ellie. Salut. Hello, bonjour à tous. Ravi d'être de retour. Donc moi aussi j'avais ma petite surprise. Alors c'est pas de la promo, mais regardez. Est-ce que vous voyez ça? Non, montre-nous. Est-ce que vous avez remarqué que... Oh là là. Regardez. Aux couleurs du Real Madrid, donc. Très fort. 1 million du Real. Et il vient de Hong Kong, puisqu'on ne les trouve pas en Europe. Mais on me l'a ramené de Hong Kong. Tu veux dire 1 million en couleur du futur vainqueur de la Ligue des Champions, c'est ça? Exactement. Bien d'accord. Bon, je ne sais pas ce qu'il nous réserve, mais il est là aussi avec nous en direct en ce mardi soir. Lui, c'est une autre figure emblématique d'iWeek, c'est Gilles Dounès. Salut Gilles. Salut Benjamin, comment vas-tu? Eh bien écoute, très très bien, très très bien. Toujours un plaisir de te retrouver et je crois que tu as beaucoup de choses à nous dire ce soir. Quelques-unes, j'ai une caméra 4G orange à vendre
À vendre. On n'a pas le temps d'en parler. Tu dis à vendre Peut-être qu'on aura le temps tout à l'heure. Tu veux en vanter les mérites ou tu veux vraiment t'en débarrasser? C'est quoi? Non, je vais en vanter les mérites. Ah bon, d'accord. J'ai cru que tu voulais déjà t'en débarrasser. Bon, on en parlera tout à l'heure. Teddy, ça t'a manqué cette actu Apple là pendant ces quelques semaines? Ah bah clairement, oui, effectivement, notamment la keynote où j'aurais bien voulu être là, mais pour le live, mais bon, c'était pas possible à ce moment-là. Ouais. Bon, c'est vrai que pendant quelques temps, j'ai suivi ça d'un peu plus loin, et là maintenant, je me suis remis à jour, on va dire ça comme ça, et donc voilà, j'ai suivi notamment les derniers rebondissements avec la publication des résultats la semaine dernière et tout ce qui en a suivi. Eh bien, on va en parler dans un instant. Je vous rappelle d'abord que vous pouvez évidemment intervenir et interagir avec nous en direct avec Twitter et le hashtag iWeekTV que vous connaissez par cœur désormais. Voilà, c'est parti pour ce 32e numéro d'iWeek saison 3. On se retrouve dans un instant pour parler de plein de sujets et tout d'abord des fameux résultats d'Apple. À tout de suite. Les résultats d'Apple sont tombés la semaine dernière. Alors forcément des résultats, on va dire historiques, hein, parce que ça faisait combien? 12 ans 13 ans, ouais, 13 ans qu'on n'avait pas vu des résultats en baisse. En baisse. D'un trimestre sur l'autre. D'une année sur l'autre, ouais. Sur le même trimestre de l'année. Alors Gilles, tiens, commençons avec toi. Pour toi, quel est l'enseignement majeur de ces résultats trimestriels? C'est-à-dire qu'on n'écoute pas ce que disent les gens. C'est-à-dire que Tim Cook avait prévenu que l'année dernière, il n'avait pas pu fabriquer suffisamment d'iPhone pour le trimestre de Noël, on en a parlé à plusieurs reprises, et que le trimestre de décembre à mars avait été beaucoup plus vendeur que d'habitude, parce que beaucoup de ventes s'étaient reportées sur ce trimestre-là. L'iPhone 6 avait été un énorme succès. Il avait prévenu que le deuxième trimestre de l'année 2016 ne serait pas de la même eau et qu'il serait en retrait significativement. C'est ce qui s'est prévu. Ils avaient annoncé un chiffre d'affaires qu'ils ont battu. Ils étaient au-delà de la fourchette haute qu'ils avaient donnée, et on va en parler tout à l'heure. Il y a eu la panique sur le titre, malgré tout ça. On a parlé du manque de produits. L'enseignement, c'est que quand il n'y a pas de produits à vendre, de nouveautés, Apple ne vend plus comme avant. D'accord, donc première remarque que tu fais, c'est que Tim Cook avait prévenu, on ne l'a pas écouté, et donc ces résultats ne sont pas une surprise pour toi, c'est ça? Ils ne sont pas du tout une surprise. Il l'avait prévenu que le résultat serait en deçà. Il avait... je n'y vois plus trop... Qu'est-ce que tu veux dire? Bref, on est au-delà de la fourchette qu'il avait donnée. Oui. Élie, autre regard sur ces résultats? Écoute, moi je trouve qu'il y a eu une grosse panique qui ne tient pas à grand-chose, parce que finalement ces résultats, 50 milliards dans un trimestre, 19 milliards de marge brute, 10 milliards de bénéfices, n'importe quelle entreprise du CAC 40 signe les yeux fermés. Hein. Bien sûr. Mais bon, pour Apple, c'est pas assez. Et moi, mon analyse, c'est qu'il y a beaucoup de spéculation boursière, il y a beaucoup de gens qui ont voulu faire des bénéfices sur des actions qu'ils avaient achetées moins cher, qu'ils ont revendues, des choses comme ça. Mais ce qui m'inquiète, c'est pas cette baisse-là dans le trimestre. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est le manque d'innovation technologique. C'est les dernières annonces, on en a parlé, reparlé. Depuis un certain temps déjà, Apple n'innove plus. Et ça m'inquiète sur le moyen et long terme, beaucoup plus que des résultats. Le trimestre prochain, ça sera un peu mieux et l'année sera bonne quand même. Hein. Mais est-ce que l'innovation technologique sera toujours là? Ouais. Voilà. On va en reparler d'ailleurs tout à l'heure à travers une pub que je crois que c'est Jean-Christophe qui a attiré notre attention sur ces deux pubs autour de la fête des mères. Oui. On va y revenir. Au niveau un mot. Oui, vas-y Gilles, bien sûr. Oui, j'ai pas eu le temps de finir, mais l'innovation est là et on le voit au niveau de la recherche et le développement, qui n'a jamais été aussi importante. Certes, il y a 4 OS à mener de front
plus 4 lignes de produits différentes à fabriquer, mais l'innovation est là. Il faut voir si le marché va répondre, si Apple va être à la hauteur des attentes qu'on a vis-à-vis d'elle, parce qu'on demande toujours beaucoup plus à Apple qu'à n'importe quelle autre société, mais c'est une question de cycle produit et de taille de l'entreprise. À mon sens, c'était la conclusion. Tant qu'ils ne seront pas installés dans la nouvelle Infinite Loop, dans le nouveau campus, ils ont 10 000 employés qui sont dispersés. Et les synergies ne sont pas encore là, quoi. On en a encore pour un an à patienter, je pense. Alors quand même, juste quelques chiffres pour que vous ayez les idées claires en termes de vente d'exemplaires, de produits vendus. La baisse sur l'iPhone, c'est vrai qu'elle est très impressionnante parce qu'on passe en un trimestre. Alors, il faut comparer ce qui est comparable. On compare avec le trimestre de Noël, évidemment, mais on passe de 74 millions à 51 millions d'iPhone. On passe de 16 millions d'iPad à 10 millions d'iPad. Et on passe de 5 millions 300 000 Mac à peine 4 millions. Donc c'est vrai que... Oui. Je pense que les chiffres qui sont donnés en annuel. C'est-à-dire qu'on compare le deuxième trimestre fiscal. Non. C'est-à-dire le trimestre là, je compare. Début janvier à fin mars. Non. Tu es en séquentiel là? Non, là, je te compare 2 trimestres consécutifs. D'accord. Mais alors, ça n'est pas significatif. Je te compare 2 trimestres d'une année sur l'autre. D'accord? Ah, d'accord. Bon, c'est ça alors. Alors, non. Je viens de te donner les chiffres par rapport aux 3 mois précédents. Maintenant, si ça n'a pas de... Comment dire? Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Si on compare au même trimestre il y a un an, 51 millions d'iPhone au début de l'année, 61 millions il y a un an. Pour les iPads, 10 millions au dernier trimestre, 12 millions il y a un an. Pour les Mac, 4 millions au dernier trimestre, 4,5 millions il y a un an. Clairement, tous les chiffres sont à la baisse. Sont à la baisse. Mais ça s'explique. Aujourd'hui, on va laisser parler Jean-Christophe, mais honnêtement, ça s'explique parce que les produits qui sont sortis, si on regarde sur 12 ou 18 mois, il n'y en a aucun qui soit super sexy. On est tous contents d'avoir eu le nouvel Apple TV, on en a parlé très longuement. Il y a des nouveaux MacBook, ok, ils sont roses, ils sont un tout petit peu plus rapides. Mais quel est le produit ultra sexy qui nous a fait vraiment baver dans les 12 derniers mois? Et baver, quand tu dis baver... Les cycles Jean-Christophe de renouvellement. Vas-y, c'est la dernière vraie innovation d'Apple et c'est triste. Je suis entièrement d'accord avec Ellie. Le nouveau produit, le produit vraiment innovant, vraiment amélioré d'Apple, c'est un stylet dont Apple n'a pas voulu pendant près de 20 ans. Je reprends juste brièvement. Bien sûr que les chiffres sont excellents comparés à toute autre entreprise. Donc dire Apple c'est mort, c'est absolument ridicule. Mais c'est pas très sérieux non plus de dire que c'est parce que le Campus 2 n'a pas été créé qu'Apple n'est pas capable de sortir des produits. Enfin, ça n'a pas gêné Apple pour lancer l'iPod, l'iMac, l'iPhone, d'être dans des sites éclatés. Pour le reste, et on en reparlera peut-être tout à l'heure quand tu montreras les 2 publicités, Teddy en parlera sans doute mieux que moi, je suis impressionné par les tests qui sont faits du Samsung S7, et où tous les journalistes, même des sites Mac comme MacG, s'entendent pour dire que c'est le meilleur, un des meilleurs téléphones du marché, si ce n'est le meilleur. Loin devant l'iPhone 6S. Intel a arrêté sa stratégie TikTok, qui est on innove une année, on améliore l'année d'après. Peut-être qu'Apple serait bien inspiré de faire la même chose. Et ce que je trouve plus grave, et on en reparlera en septembre, c'est si les rumeurs sont vraies, et malheureusement elles le sont assez régulièrement depuis quelques années, l'iPhone 7 n'a pas l'air de pousser les choses très loin de ce qu'on en dit. Et Apple ne peut plus se permettre, pour le coup, Apple est une iPhone compagnie, de sortir un téléphone moyen. Et j'espère que, justement, on va pas faire, notamment comme mon camarade Gilles, et dire tout va bien, Madame la Marquise. L'interview de Tim Cook.
l'interview de Tim Cook hier soir, dont on passera peut-être un extrait sur CNBC, moi, si j'étais un gros actionnaire, franchement, elle me ferait peur. Tim Cook a l'air d'avoir vraiment des œillères, de dire tout va bien et tout va continuer à aller bien. Je pense qu'il est temps de se ressaisir un peu. Voilà. Et Apple en a les moyens. Alors, tu sais quoi? On nous a fait le coup chaque fois. Ouais, Gilles, on va continuer sur ce sujet-là, mais puisque tu les évoquais à l'instant, Jean-Christophe, autant qu'on les regarde tout de suite, ces deux pubs que tu nous as envoyées il y a quelques instants avant qu'on démarre l'émission. On va comparer ces deux pubs. Hein. Apple d'un côté, Samsung de l'autre, et on en parle après. On va commencer par la pub Apple. Voilà, c'est peut-être le moyen le plus évident de voir où est le problème. Regardez. Around you, I go home a little bit. There's just something about you where the pieces all fit. There's a lightness that surrounds you and it guides me like a star. Oh, I am because you are who you are. Voilà, donc ça c'était la pub Apple pour la fête des mères, on va dire. Avant qu'on commente cette pub, on va regarder, on va dire l'équivalent chez Samsung. Voilà, Jean-Christophe, tout de suite, on se tourne vers toi, puisque je rappelle que tu es en duplex de San Francisco. De quoi elles témoignent, ces deux pubs côte à côte, selon toi? Alors d'abord, première chose, c'est que justement, elles sont matraquées à la télé ces jours-ci. Tous les soirs, on a ces deux pubs. Le premier point, c'est elles sont toutes les deux très jolies, très voire émouvantes. On a des enfants en acte de cas, c'est tout mignon. La première, celle d'Apple, c'est une pub artistique qui ne dit rien, c'est-à-dire que c'est même pas comme on voit dans les pubs dans la rue shot on iPhone 6, c'est un iPhone parce que on sait pas si c'est l'iPhone SE, on sait pas si c'est le 6S, on sait pas si c'est le 6S Plus avec son stabilisateur. Donc en fait, avec un iPhone, on fait des jolies photos de maman et d'enfants. Avec un Galaxy S7, on vous montre le téléphone pour ce qu'il est, il est courbé, il est joli et surtout l'appareil photo fonctionne dans le noir, et ça, tous les tests l'ont prouvé, bien mieux que l'iPhone. Donc, sur deux angles qui sont jolis, mignons, Samsung pousse un produit, Apple pousse des bons sentiments. Ouais. Et je pense que c'est pas étranger à la baisse qu'on voit aujourd'hui. IDC a montré cette semaine, notamment, que Apple était la seule entreprise à souffrir des taux de change, enfin, qui souffrait le plus des taux de change et des problèmes en Chine. Juste, la machine infernale est partie, hein, donc on va continuer à en parler, mais je rebondis sur quelques-uns de vos tweets. Hein. Cal Wendt, je vous dis d'ailleurs, je vous salue tous, vous tous qui êtes avec nous en direct ce mardi soir. Cal Wendt nous dit qu'elle est bidonnée à mort au passage de la pub Samsung. Alors, peut-être en partie, mais c'est pas loin de la réalité, c'est pas loin du compte, hein, Teddy. Ah bah non, c'est la réalité clairement, puisque le Galaxy S7 est clairement au jour d'aujourd'hui, pour ce qui est de la photo, le meilleur smartphone du marché. DxO qui classe tous les smartphones qui sont commercialisés, l'a placé en tête, et j'ai même effectivement... Et de loin faire des photos dans le noir comme ça ? Ouais, pour donner un exemple, il y a même certains journalistes, Jean-Christophe évoquait ça tout à l'heure, qui l'ont testé, qui ne sont pas forcément des pros Samsung, et qui n'hésitent pas à dire que c'est peut-être le premier smartphone qui peut remplacer un appareil photo compact. On n'ira peut-être pas jusqu'à dire que ça pourrait remplacer un réflexe, mais c'est de qualité comparable à un compact, quoi. Ouais, ce qui m'étonne,
Ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est que j'avais pas eu le sentiment qu'on avait atteint un tel niveau au moment de son annonce à Barcelone au Mobile World Congress. Parce que il y a une nouvelle technologie de traitement des pixels. On avait un petit peu peur justement qu'elle tire les photos vers le bas, alors qu'effectivement le S6, donc son prédécesseur, était, et c'est vrai, notoirement connu comme réalisant de bien meilleures images que l'iPhone. Bah oui. Et ça s'est encore amélioré là avec cette nouvelle génération. Mais en fait, sur le S7, d'une certaine manière, ils ont gommé tous les défauts qu'il y avait sur le S6, c'est-à-dire qu'ils avaient enlevé la carte SD, donc là ils l'ont remis. Ils avaient enlevé l'étanchéité, là ils l'ont remis. Donc en gros, ils ont gommé les défauts du S6. Et c'est vrai que tous ceux qui l'ont eu en main, qui l'ont testé, ont du mal à trouver des défauts à ce Galaxy S7, parce que là, pour le coup, c'est vraiment un appareil qui est très très réussi. Alors on va revenir, parce qu'il y a beaucoup de tweets autour justement des avantages, des défauts des différents iPhones. Mais ce dont on parlait avec toi, Jean-Christophe, c'est plus d'une question de positionnement et de stratégie. Oui, tout à fait. Et je pense que mon propos, que ce soit clair, et pas de dire que j'ai envie d'acheter un téléphone Samsung. J'ai juste envie que le prochain iPhone soit meilleur que ce qu'il est aujourd'hui. Et que même si la pub est bidonnée, je vous ai montré ces deux pubs-là parce qu'on parle de chiffres de vente. Et le consommateur classique, il est devant sa télé le soir, il regarde pas forcément iWeek, surtout quand il est aux États-Unis. Comment ça? Et il est impressionné par ces pubs-là qui sont clairement parlantes par rapport à Apple où on est un peu hors sol. Voilà. Ceci étant, je peux dire deux trucs à ce niveau-là. D'une part, c'est que je sais plus son nom, mais le responsable de la publicité qui était en charge du compte d'Apple chez TWA, l'agence de pub historique qui s'occupe d'Apple, est parti chez Samsung, même s'il a quitté Samsung entre-temps, ce qui peut expliquer l'efficacité de cette pub. Et d'autre part, d'un point de vue plus personnel, je voudrais rappeler que ça fait 6 mois que j'essaie d'expliquer que l'appareil photo de l'iPhone 6S est son principal défaut et que c'est là-dessus beaucoup que les gens se positionnent. Pourquoi il est en retrait pour moi? Parce que ils n'ont pas modifié la lentille, ils n'ont pas modifié l'objectif de l'appareil photo. Et vraisemblablement, ils étaient en train de travailler sur un nouveau type d'appareil photo. Tu parles d'objectif, avec une mise au point beaucoup plus précise et beaucoup moins consommatrice d'énergie. Alors, ce qui n'est pas une excuse. On en parle pour l'iPhone 7. À 12 mégapixels depuis 8 mégapixels. Ils savaient très bien que la qualité de l'optique en pâtirait. Personnellement, il n'y a pas de... J'ai aucun souci par rapport à ça, mais il y a deux choses. Et Samsung, en plus, est une société qui a fait beaucoup de progrès au niveau des appareils photo. Leur dernier réflexe APS-C a été retiré du marché européen, mais il était ils ont arrêté le meilleur réflexe grand public expert qui était disponible sur le marché. Il y a la division photo de Samsung, elle a fermé boutique. J'ai cru comprendre que... Non, ça a été démenti. Ah non, à ma connaissance, il n'y a plus un appareil photo Samsung sur le marché, Gilles. Je crois qu'il y a eu des rumeurs de vente d'ailleurs, je crois, de la 7. De vente à Nikon qui ont été démenties par les deux sociétés. Bon, enfin, en tout cas, il y a Céline, qu'on connaît bien ici, parce qu'elle est passée dans l'émission il y a quelques semaines, et on embrasse Céline, nous dit que Samsung vend bien, et même plus que ce qu'ils espéraient. Ils ont appris de leurs erreurs et Apple doit en faire autant. Est-ce qu'on arrive à un moment un petit peu délicat? C'est ce que tu laissais entendre tout à l'heure, j'ai l'impression, Élie. Où on pourrait avoir passé le pic de la montagne et commencer la descente sur l'autre versant, en fait. J'espère que non, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'Apple, aujourd'hui, est géré par un super opérationnel. Donc, Tim Cook est extraordinaire pour les circuits d'approvisionnement, pour délocaliser des usines en Chine, pour des choses comme ça. Mais le pouvoir d'un visionnaire
est moins présent chez Apple. Et par exemple, un exemple simple, depuis combien de temps on parle d'un écran OLED ou AMOLED dans un iPhone? Ça fait des années. Et là, on nous dit, pas l'iPhone 7, peut-être en 2017, l'iPhone 8. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Et je suis sûr qu'ils ont 50 innovations dans leur labo, mais quand tu as ces innovations-là, ce que fait Apple en ce moment, c'est de dire 50 innovations, ça va bien nous faire 6 ans, donc on va en mettre 2 cette année, 3 l'année prochaine, etc. Plutôt que de dire on va faire un téléphone de rupture et on va montrer à tout le monde que nous sommes très en avance. Ça, non, ils les mettent au fil de l'eau et ça me dérange. Ouais, ça, allez, dans le meilleur des cas, c'est pour quand ça? C'est pour l'iPhone 8? Ouais, c'est ça, c'est plutôt... Oui. Deux trucs, Ouais. c'est Donc que pas cette année, quoi. Ouais. C'est ça qui est effrayant. Et le MacBook sont pas là tous qui est les sorti il y 24 mois. a 15 jours maintenant, c'est pareil. C'est pas normal qu'Apple, en tant que qui a promu le Thunderbolt, qu'il a co-inventé, si je me trompe pas, sorte aujourd'hui, au bout d'un an, un ordinateur qui, en termes de design, est magnifique et qui en fait moins que tous ses concurrents PC de même taille. Eh oui. Notamment parce qu'il n'adopte pas le Thunderbolt 3. Quand l'innovation, comme le dit Ellie, c'est qu'il est rose, bah oui, c'est un peu se moquer du monde quand même. C'est ce qu'on disait il y a 15 jours, quand j'étais au NAB, il y avait en grosso modo 80 modèles de PC portable Thunderbolt 3. Alors, avec les petits bémols dont on a parlé ensemble dans l'émission, mais globalement, quand même, il n'y a toujours pas un Mac avec du Thunderbolt 3. Et juste un exemple pour que vous compreniez bien. Pour une boîte qui est basée sur le design, comme Apple, depuis combien de temps les iMac n'ont pas changé de design? Mais je crois que ça fait plus de 3 ans. Depuis combien de temps les MacBook Pro n'ont pas changé de design? Ça fait presque 4 ans maintenant. Alors oui, les processeurs changent un tout petit peu. Oui, il y a une petite fonctionnalité, mais c'est une boîte de design. Donc, ok, les cycles produits, Gilles, je comprends. Mais là, on est sur des cycles de produits qu'on n'a jamais connus dans l'industrie. Apple se laisse un tout petit peu endormir et c'est dommage. Je vais te répondre. Il y a le design de l'iMac, si vous en souvenez bien, c'est moi qui ai un peu râlé après en disant que le Mac n'évolue pas assez vite. On a une société qui est extrêmement pyramidale, qui était jusqu'il y a 10 ans concentrée sur un produit, voire 2, c'était le Mac et l'iPod. Là, on est avec 4 familles de produits différentes et il faut qu'ils se réorganisent. Ça ne se fait pas en un jour, ça se fait pas en 2 ans ni en 3. Ils ont besoin des locaux, c'est pour ça qu'ils ont mis autant d'argent et d'énergie, je pense, de recherche et de développement dans ce nouveau campus. On est tous d'accord qu'il faut qu'ils se bottent les fesses et qu'ils se bougent, mais l'innovation, ce n'est pas la molette. La molette, c'est juste un composant qu'on utilise ou pas. Les ruptures d'Apple se sont faites autour du design et de composants de rupture. La molette n'est pas un composant de rupture. Non, mais c'était un exemple parce que la molette est basique. Hein. C'est juste ça. Et Gilles, est-ce que le fait qu'il n'y ait toujours pas d'écran AMOLED sur l'iPhone, est-ce que c'est pas uniquement lié au fait que les écrans AMOLED sont quand même viennent de chez Samsung et qu'il y a juste un avantage concurrentiel à ce que Samsung ne vende pas d'écran AMOLED à Apple? Tout à fait, on les avait prévus. On les avait prévus avec Marc, je ne sais pas si tu te souviens, pour 2010, pour l'iPhone 3G, et à la place, l'iPhone 4. Et à la place, on a eu le Samsung qui était en copier-coller. Samsung a dit, soit que l'accord n'ait pas pu se faire avec Apple, soit qu'ils aient voulu profiter de la maladie de Steve Jobs et du flottement dans le leadership pour essayer de tuer le concurrent comme ils ont fait avec Sony. Hein. Ils l'ont complètement éliminé du marché de l'écran et de la télévision. Ils ont gardé la molette. Pas complètement, ils sont encore là. Il y a des marques qui ont vraiment arrêté, Sony est encore là, mais bon, c'est vrai. C'est plus le leader que c'était. C'est vrai. Par contre, un point. Juste Teddy et après Ellie. Oui.
Non, mais en fait, moi, sur cet écran sur cet écran AMOLED, comme ce qu'on parlait tout à l'heure avec la photo, sincèrement, je sais pas ça qui explique que l'iPhone ait des ventes en baisse. Oui, bien sûr. Les ventes de l'iPhone, elles sont pas si mal que ça, faut pas exagérer. Elles sont comparées par rapport au premier trimestre de l'année 2015. Et comme je l'ai indiqué dans Studio Mobile, il faut que tout le monde intègre bien une chose, et c'est que l'année 2015 a été une année exceptionnelle pour Apple. Ouais. Mais si on compare les chiffres de ce premier trimestre 2015 au premier trimestre 2014, on s'aperçoit que finalement, ils ne sont pas si mauvais. Apple vend beaucoup plus d'iPhone maintenant qu'en 2014. Donc, voilà, il faut vraiment mettre à l'écart cette année 2015, qui en tout point a été exceptionnelle parce que ça a été l'arrivée de l'iPhone 6 avec un écran plus grand et qui était très demandé, l'arrivée sur le marché chinois, tout un tas de choses qui ont fait que Apple a super performé en 2015. Mais il est évident qu'ils ne pourront pas réitérer cette performance-là tous les ans, il ne faut pas rêver. Alors, les changements de design ne se font pas tous les 24 mois, mais se font plutôt tous les 36. Les 36 du mois, 4... c'est bien connu. C'est ça. C'est un peu dommage. C'est bien le problème. J'ai entendu ce que tu disais. Et pourtant les 36, j'ai dit tous les 36 du mois, mais c'était juste... Non, tous les 36 mois, juste. Oui, j'ai bien compris. L'iPhone 4, 4S, 5, 5S étaient relativement voisins. Ça a permis un étalement du renouvellement jusqu'à l'iPhone 6 qui a tapé un grand coup. On a cet allongement de l'accordéon qui fait que globalement, si on lisse les chiffres, Apple vend davantage que les autres, mais de trimestre à trimestre ou d'année en année, ils vendent relativement moins. Ouais. Pour l'AMOLED, il y a une autre chose, c'est le rachat par Foxconn de Sharp. La touche de génie. Sharp. Bien. De Sharp, voilà, qui est un japonais qui a développé une technologie d'écran qui est encore meilleure et plus économique que l'AMOLED, qui s'appelle l'IGZO. Et que Samsung avait vu pointer comme un... Pardon, non, elle n'est pas très bonne. J'ai pas entendu ce que tu dis, pardon. Le Lixo 1000. Non, c'était une blague, c'est pas grave. Non, c'est pas l'Exo 1000, c'est mon discours. L'IGZO, donc, qui a de meilleures performances, si tu veux, et tant en qualité qu'en consommation d'énergie, que l'AMOLED, et que Samsung avait vu pointer comme une menace par rapport à sa technologie AMOLED, puisqu'elle avait pris des parts dans Sharp. Là, c'est Foxconn qui a racheté l'ensemble de l'activité de Sharp. On va voir ce que les deux partenaires vont pouvoir faire et pouvoir proposer. Bon, au rayon des pas très bonnes nouvelles, alors d'ailleurs, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, parce que c'est peut-être anecdotique ou c'est peut-être au contraire le signe d'un vrai échec et potentiellement d'une source de problèmes à long terme. C'est Apple qui bute en Inde sur un refus du gouvernement indien et qui n'arrive pas à faire importer des iPhones d'occasion, en fait. Ils n'arrivent pas à ouvrir un marché à très bas prix. C'est de la géopolitique. C'est-à-dire que le gouvernement indien veut monter... Après Jean-Christophe, parce que là, on fait une spéciale Gilles. Rival éternel chinois, qui, lui, fabrique, c'est l'usine du monde, ils fabriquent l'iPhone, et ils signifient, je ne vois pas pourquoi nous devrions avoir des iPhones de seconde main, sachant que pendant de très très longues années, l'Inde a été la poubelle et le recycleur de tout ce qui était ROSH, tout ce qui était déchets électroniques, et pour le monde entier, y compris avec de la contrebande au niveau de ces déchets. Donc il y a, je pense que c'est de l'ordre du coup de menton. Les Indiens disent, pourquoi pas nous voulons nous aussi du matériel neuf. On va essayer de faire tourner la parole, Gilles, parce que tu as tendance à dire beaucoup de choses, et c'est parfait, mais je voudrais entendre Elie aussi sur ce dossier indien.
Oui, juste un petit mot avant, et j'en parle tout de suite après, c'est parce que je voulais quand même donner une bonne nouvelle. Après tout, on est dans iWeek pour une émission pour des fans du Mac, et il y a quand même un produit qui marche super bien en ce moment. Et presque, je pense qu'Apple s'est trompé, c'est l'iPhone SE. C'est un produit qui est fabuleux. Plus on l'utilise, plus on le teste, plus on est content. Il est très bien positionné au niveau prix. Le seul problème, c'est que on n'arrive pas à en avoir. C'est incroyable. Tout ce qui arrive part dans la seconde. Et donc Apple s'est trompé sur les quantités. Ils essayent de pousser. Et pourquoi ? Parce que c'est un téléphone qui est rapide et qui a un écran de 4 pouces qui suffit largement à la plupart des gens et qui a une autonomie de batterie qui est honnête, qui est d'ailleurs meilleure que celle du 6S. Et donc, du coup, les gens sont ravis d'avoir un téléphone comme ça. Et si Apple en produisait plus, ils en vendraient plus. Je voudrais qu'on se tourne 2 secondes vers Twitter avec notre vigie exceptionnelle aujourd'hui, c'est Teddy, qui est branché sur Twitter, sur vos tweets. Teddy, oui. Qu'est-ce qui ressort là sur Twitter ? Effectivement, il y a Fabien Rocher qui nous dit que c'est une spéciale Gilles ce soir. Il y a Céline qui nous dit que les blagues de Benjamin ne passent pas avec Gilles. Mais parce qu'il m'entend pas, c'est juste pour ça, c'est uniquement pour ça. Kael qui nous dit: je suis persuadé qu'Apple ne casse pas des briques tant qu'elle n'est pas dans sa zone de confort et qu'elle n'innovera pas, ça n'ira plus. Ensuite, on a aussi Philippe Legrand qui est là et qui abonde dans le même sens en disant qu'Apple est trop lent à innover, à améliorer ses produits, c'est bien connu, mais là il y a urgence. Et je pense d'ailleurs que c'est un petit peu ce que les investisseurs sur les marchés boursiers ont essayé de faire comprendre, le message qu'ils ont voulu lancer aux dirigeants d'Apple, c'était un petit peu ça d'ailleurs. Ça fera une belle transition, ça d'ailleurs. Absolument. Pas mal de messages sur les iPhones, hein, justement. JJTR qui vous demande pourquoi ne pas sortir un iPhone tous les 2 ans, ça leur laisserait le temps de développer et ça nous ferait du bien au portefeuille, dit-il. C'est ce qui se passe en même temps. Il y a une nouvelle version réellement que tous les 2 ans, donc c'est déjà un peu le cas, quoi. Les versions S, c'est pour faire illusion Non, c'est S pour Speedbump. Les gens qui rentrent sur le dire ça comme ça. Ouais. Bon, on se demandait si on arriverait à faire tout tenir en 1 heure. Je peux vous dire qu'on n'y arrivera pas, hein, parce qu'on a déjà fait plus d'une demi-heure sur ces résultats et sur cette ambiance qui n'est pas très bonne. Jean-Christophe, tu parlais tout à l'heure de l'intervention de Tim Cook à la télé américaine dans l'émission Mad Money sur CNBC. Parmi toutes ces interventions de cette dernière semaine, qu'est-ce qu'elle a de différent ou de particulière ? Alors, première chose, c'est que j'étais pas là, j'étais pas à l'antenne au moment des faits, donc je profite pour m'en réjouir. L'affaire de San Bernardino est enfin derrière nous, donc Tim Cook peut parler d'autre chose et peut se rappeler qu'il est dirigeant d'Apple et pas défenseur de la veuve et de l'orphelin. Mais ensuite, le problème que moi je vois dans l'intervention de hier soir, c'est qu'effectivement Tim Cook est dans une démarche de tout va très bien. Je suis pas en désaccord d'ailleurs avec ce que dit Teddy. C'est vrai que puisque 2015 est une aberration, envisageons que 2016 est une très belle continuité par rapport à 2014, mais globalement, alors je sais pas si vous connaissez cette émission, le présentateur de l'émission est quelqu'un d'assez rigolo qui a pas sa langue dans sa poche, qui harangue les investisseurs et les entreprises. Il a commencé l'émission en question par une déclaration d'amour à Apple et à l'iPhone en disant que on devrait enlever l'iPhone de ses mains, on pourrait l'enlever une fois après sa mort. Donc bon, Tim Cook était joué à domicile pour reprendre la thématique footballistique du soir, mais il en reste pas moins que quand le journaliste lui dit mais quand on regarde Hewlett-Packard, quand on regarde Nokia, enfin toutes ces entreprises qu'on a portées aux nues et puis qui après ont basculé, Tim Cook manque un peu de répondants en disant que tout va très bien, qu'ils ont d'excellents chiffres, que les services, on n'y pensait pas, mais maintenant c'est très bien, et que évidemment ils en ont sous le coude, mais ils peuvent rien dire. Donc, je sais pas à quoi sert l'émission, parce que je pense pas qu'elle rassure les investisseurs, le consommateur lambda va pas la regarder, et les fans d'Apple, de toute façon, ont déjà entendu ça depuis 10 jours. Donc c'est un peu curieux en termes de communication.
t'es dit, t'as pas l'air complètement convaincu là par Jean-Christophe. Bah, pas sur la fin en tout cas, parce que en fait, les investisseurs ils sont pas si inquiets que ça, faut pas croire. Je vous ai proposé de faire une petite analyse financière de ce qui se passe depuis une semaine sur l'action Apple. J'ai essayé de faire ça rapidement, en partant d'un constat très simple. La bourse, si vous voulez, c'est un peu comme le commerce, hein, c'est la loi de l'offre et de la demande. Et donc, quand Apple publie ses résultats mardi dernier, il y a beaucoup en fait de titulaires d'actions Apple, d'actionnaires, qui. Tu as vu le graphique? Oui. C'est celui que je voulais qu'on voit. C'est celui-là que je voulais vous montrer. Voilà. On part de $130 et on est aujourd'hui. $130, ça c'était au mois de mai, juin, et là on est à 94 aujourd'hui à l'heure actuelle. Ouais. Donc en fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que voilà, mardi soir, après l'annonce des résultats. Enfin, pour le coup, c'était mardi matin aux États-Unis. Il y a beaucoup d'investisseurs qui se sont dit, oula, donc en fait, ça confirme bien que les résultats ne sont pas ceux qu'on espérait, enfin, mais qui, en même temps, Tim Cook en avait parlé la dernière fois. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils vendent. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a d'abord ceux qui ont acheté cette action-là, justement, elle était à $105 au matin. Ceux qui l'ont acheté dans ces eaux-là, à 105, $110, et ils vendent pour récupérer leur mise et pas trop perdre d'argent. Il y a ceux qui ont eu la chance de l'acheter au mois de janvier, par exemple, quand elle était à 93 ou 94 et qui vendent pour en fait prendre environ $15 au passage par action, ce qui fait voilà une petite plus-value de 15% sur 2 mois, donc c'est pas inintéressant comme placement. Et après il y a ceux qui ils ont pas de bol, qui l'ont acheté à 130 dans l'été, et eux ils sont obligés d'attendre. Donc en fait il y a eu des volumes énormes, c'est-à-dire que le volume des transactions en moyenne sur une journée, sur une semaine pardon, c'est à peu près 38 millions de transactions par jour autour de l'action Apple. La moyenne sur les 10 derniers jours, c'est 66 millions. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sont défaits de l'action Apple. Et alors qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui peut se passer là, à court, moyen, long terme? Le problème avec Apple au niveau de la bourse, en fait, il y a un élément qui s'appelle le PER, Price Earning Ratio. Dans la tech, en moyenne, il est à 17. Donc en gros, si vous voulez, c'est pour faire simple, c'est ce qui permet de définir si une action va connaître la croissance dans les semaines, les mois qui viennent. À l'heure actuelle, le PER d'Apple, il est autour de 10. Celui de Google, il est autour de 29, et celui de Microsoft, il est à 35. Donc ça veut dire qu'Apple est le plus mauvais élève de la classe. Ça s'explique très facilement. Parce que les chiffres qu'ont donné Apple, c'est-à-dire 50 milliards de chiffre d'affaires sur ce trimestre et 10 milliards de bénéfices sur ce même trimestre, c'est une performance qu'Apple a réalisée en une année, en 2012 et en 2013. C'est-à-dire qu'en l'espace de 3 ans et demi, ils ont multiplié par 4 leur chiffre d'affaires et leurs bénéfices. Et il est évident que Apple ne va pas encore multiplier par 4 dans les années à venir, parce que les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel, comme je dis tout le temps. Donc c'est ce qui explique, et ce sera là-dessus que je vais conclure. T'as pas d'action, toi, avec toute l'analyse économique que tu nous fais là en 2 minutes? Non, parce que après je pourrais vous faire une blague, mais ça va pas la faire. Mais, vas-y, c'est trop tard maintenant. C'est-à-dire qu'on m'a toujours dit qu'il y avait 2 types d'hommes. Il y a ceux qui ont plein d'actions en bourse et ceux qui ont les bourses en pleine action. Enfin bref. Et on choisit son temps. Mais bon, voilà, ça c'est fait. Et donc du coup... Pardon. Et oh mon Dieu. Je m'attendais pas du tout à celle-là, Teddy. Merci beaucoup. De rien. Content d'être venu. Et donc tous les cabinets d'analystes en fait échafaudent des hypothèses en tenant compte, des chiffres de vente, des coûts de fabrication, de la marge opérationnelle, etc. On appelle ça le consensus. Et ça donne la valeur estimée de l'action dans l'année à venir. Et la valeur à l'heure actuelle estimée pour l'action Apple, elle est à 126, sachant qu'au jour d'aujourd'hui, elle est à 94. J'ai regardé tout à l'heure. Ouais. Donc, ça veut dire... objectif de cours dans 3 mois, $120. Voilà, c'est ça, exactement. Soit un potentiel de plus 25,9%. Voilà. Et cette valeur cible, contrairement à l'action Apple, elle, sur la semaine qui vient de s'écouler, n'a quasiment pas bougé. Donc ça veut bel et bien dire que les investisseurs continuent de faire confiance à Apple, et de croire au futur. Pas tous. Pas tous, mais... Pas tous, rien. Mais sauf tu connais ce monsieur? Bien sûr, je le connais, monsieur Carl Icahn. Mais alors après, lui, c'est encore un petit peu particulier. Mais juste pour conclure vraiment... Ne fais pas une dounessade. Hein. Non, c'est juste le mot de la fin par rapport à ça, c'est que le fait que cette valeur cible ne baisse pas, c'est juste... Voilà, alors que dans le même temps, l'action, elle, a dévissé. C'est une manière pour les investisseurs de dire à Apple, il faut retourner au charbon et mettre un grand pas sur l'innovation, partir sur peut-être de nouveaux segments de marché, parce que là vous êtes malheureusement trop dépendant de l'iPhone, et quand l'iPhone commence à tousser, c'est tout l'ensemble d'Apple qui s'enrhume.
Merci Teddy pour ce cours magistral sur les placements en bourse et notamment sur l'action Apple. Plus sérieusement, Carl Icahn, donc l'un des investisseurs les plus emblématiques aux États-Unis, qui a donc annoncé avoir vendu l'intégralité de ses titres Apple, notamment à cause de la Chine et de la peur que le gouvernement chinois puisse intervenir et rendre les choses entre guillemets très difficiles pour Apple. On a parlé de l'Inde tout à l'heure. Est-ce que la Chine aussi, ça peut devenir un terrain très compliqué pour Apple, d'autant plus que maintenant il est complètement stratégique. Ça l'est déjà. C'est un terrain compliqué puisque sur la Chine, les ventes elles ont baissé de 26% au global pour Apple et celles de l'iPhone spécifiquement de 16,31%. Donc est-ce que ça veut dire qu'il a vendu avant que l'action baisse? Est-ce qu'il a vendu pour ne pas perdre davantage d'argent? Non, moi je pense plutôt qu'il est dans le cas de figure de ceux que j'évoquais avant, c'est-à-dire que lui, il a acheté, il avait, attendez, je vais dire pas de bêtises, il avait 45 millions d'actions. Donc là, en gros, il a fait une plus-value de 2 milliards de dollars, donc ça va pour lui. Après, il peut donner toutes les explications qu'il veut. Et il ne faut pas oublier non plus, par rapport à tous ceux qui ont vendu les actions, là, les volumes de transactions énormes dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'il y en a beaucoup qui, en fait, ont acheté l'action à 92-93 avant l'affaire du FBI, parce que l'histoire avec le FBI avait fait monter l'action Apple de manière assez impressionnante, et qui ont revendu là à 106, en sachant que l'action de toute façon allait se casser la gueule, et qui sont déjà en train de racheter à 94 et qui vont refaire la même opération. Et ils se prennent 15% sur 2 mois, à chaque fois c'est plutôt des bons placements, quoi. Donc ça reste une valeur sûre Apple. Donc là, alors cette annonce de la vente a évidemment fait baisser le titre, mais le titre a repris au moins 2% tout à l'heure. Oui, aujourd'hui, sur un marché en baisse, à l'ouverture, Apple était une des rares actions dans le segment de la tech qui était en hausse. C'était même la seule pour le coup. Et je pense que l'intervention de Tim Cook hier soir à la télévision y est sans doute pour quelque chose. Je peux dire 2 mots juste Vas-y Gilles. Donc, il y a un risque d'éclatement de la bulle qui n'est pas neutre, qui n'est pas non réel. Éclatement de la bulle immobilière en Chine, ça c'est un vrai risque que effectivement le marché chinois s'effondre et entraîne une partie de l'économie mondiale avec, auquel cas tout le monde souffrirait. Il y a une deuxième chose, c'est que c'est pas une si mauvaise affaire pour Apple, dans la mesure où le fameux plan de retour des bénéfices aux actionnaires, qui est un peu un écran de fumée à mon sens, dans la mesure où 70% de l'argent qui est consacré par Apple à ce plan repose sur le rachat d'actions pour pouvoir ensuite les redistribuer sous forme de stock options ou de bonus aux employés s'ils atteignent leurs objectifs pour les motiver. Ces rachats d'actions, si elles se font à un prix ça se fait à volume constant. Donc, plus l'action est basse, plus Apple peut racheter d'actions et récupérer du capital en rendant l'action un peu moins volatile et en motivant ses troupes. Ouais. Fabien Rochet sur Twitter nous dit que Carl Icahn les a vendus pour mieux les racheter après la chute. Non, il y a une autre explication. Carl Icahn, c'est un peu plus compliqué que ça. Exactement. La première chose, c'est qu'il a fait une énorme plus-value, comme a dit Teddy, donc 2 milliards de dollars. Bon, Carl Icahn, avant tout, c'est un financier. Donc, il a calculé son coût, il l'a fait. Mais c'est plus compliqué que ça, parce que Carl Icahn a fait des grosses déclarations il y a quelque temps. Il avait acheté des actions Apple, il avait dit qu'il voulait entrer au board d'Apple et qu'il voulait peser sur la politique d'Apple. Il avait demandé d'ailleurs et exigé une rencontre avec Tim Cook pour lui expliquer comment développer Apple. Et Tim Cook l'a écouté, mais bon, il n'est pas rentré au board. Donc il a augmenté sa participation en Apple. Il a dit, je vais acheter tellement d'actions qu'ils vont être obligés de m'accueillir dans le board. Et Apple a tenu bon, ils ne l'ont pas accueilli dans le board. Donc du coup, il s'est retrouvé avec plein d'actions et pas la possibilité d'influer sur la politique d'Apple. Et bon, ces gens-là, des fois, ils peuvent faire des caprices. Et si les caprices leur apportent 2 milliards, c'est des caprices pas si mauvais que ça. Mais je crois qu'il a été un tout petit peu vexé.
Bon, les amis, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il nous reste à peine 10 minutes. Donc, oui, je sais. Et nous sommes à la deuxième ligne. Voilà. Nous sommes en bas de la première page. Et donc, il va falloir qu'on fasse des choix. Je te propose, si tu me promets, Gilles, que tu fais court, que tu nous parles du projet Athéna, à moins que tu craignes de finir en slip. En slip Athéna, évidemment. C'est joli, ça. Écoute, je vais essayer puisque tu es le pape et l'éminence de la télé. Éminence, effectivement, bien joué, Gilles. Des nouveaux équipements très pointus sont arrivés sur le fameux site acheté par Apple. Et donc voilà. Alors, mais c'est quoi Athéna, Gilles? Une usine Gilles, fabriquée. C'est quoi en une phrase, Athéna, ça désigne quoi? Alors ça désigne le projet automobile d'Apple, en principe. Ah, Elie n'est pas d'accord. Non. Ça a été une déduction parce qu'on est parti sur des noms grecs et Athéna par rapport à Titan, par rapport, etc. Mais en fait, Athéna, c'est une usine qui fabrique des micro-composants très spécialisés. Et donc Athéna, avec l'équipement qu'ils ont reçu, pourrait fabriquer ce nouveau capteur pour un futur iPhone dont on a parlé, pourrait fabriquer des silicon in a chip, il pourrait fabriquer des composants très spécialisés dont Apple a besoin. Pas forcément quelque chose lié à la voiture, mais pourquoi pas des composants pour une voiture. Mais ce n'est pas la fonction essentielle, c'est une usine de composants, c'est pas une usine automobile. Ouais. Voilà. Enfin, d'autant que elle est totalement voisine, vraiment elle est vicinale par rapport à une autre usine de Samsung. Donc on imagine mal que ça soit quelque chose d'extrêmement concurrent par rapport à ce que fait Samsung, aux composants que propose Samsung, ou alors, comment dire, c'est vraiment faciliter l'espionnage. Ouais. Bon, on va pas y passer trop de temps parce que ça me fait mal au cœur. Effectivement, comme le dit Céline, non, c'est Alexandra qui nous le dit, il va vraiment falloir qu'on songe à ajouter une deuxième heure de direct. C'est vrai qu'on pourrait se faire une soirée. Hein. Ouais, on pourrait se faire une soirée. Ouais, c'est ça, exactement. On pourrait absolument le faire. Mais je pense à nos camarades de Cinéwatch qui embrayent à 22h en direct, en tout cas le mardi soir. Et forcément, on a besoin de leur laisser la place. Donc ce ne sera pas pour ce soir, mais c'est un truc auquel on pourrait penser de se faire une soirée. On vient de fêter un anniversaire. L'Apple Watch, effectivement. Le temps passe vite, ça fait déjà 1 an qu'elle est dispo. Oui, et donc qui, pour le coup, est plutôt un succès, on peut le dire, parce que... Bon, qu'est-ce qu'on en sait ? C'est vrai qu'Apple ne communique pas les chiffres réellement, mais bon, on va dire que tout le monde s'accorde à dire il y a un consensus autour d'un chiffre qui serait de 12 millions de ventes, qui, sur le marché de la montre connectée est colossal. Il faut se rappeler que l'année d'avant, les montres Android Wear s'étaient vendues à 750 000 exemplaires, tous constructeurs confondus. Donc, et ça leur a permis de faire un chiffre d'affaires de 6 milliards de dollars. Ils ont plus de 50% de part de marché sur donc le segment des montres connectées, et je pense que c'est une 52,4 précisément, et qui peut aller en s'accentuant, parce que tu as été, Benjamin, au MWC à Barcelone, et tu as dû voir que les constructeurs sur Android Wear ont un petit peu abandonné le segment des montres connectées. Il y a beaucoup de stands où il n'y en avait pas. Il n'y en avait aucune. Voilà, c'est ça, il n'y en avait pas, et à la place ils sont partis sur la réalité virtuelle, où là par contre chacun avait son casque et tout, mais j'ai l'impression qu'en face de l'Apple Watch il ne va pas y avoir grand monde d'ici quelques mois, parce que les montres sur Android Wear ça se vend pas, donc comme ça c'est réglé. Et oui. Et pourtant, c'est là où on attendait pour l'anniversaire soit une Apple Watch 2, soit un Speed Bump, une ES, et que nous a sorti Apple des bracelets en nylon. Donc on est toujours dans cette logique floue, un peu incompréhensible, parce que il devrait profiter de cette position de leader et au moins rafraîchir, au moins sortir un nouvel OS un tout petit peu différent, une fonctionnalité, un petit truc, histoire de continuer sur cette dynamique. Et bon, les bracelets en nylon, ils sont jolis, mais enfin bon,
Juste un mot sur l'Apple Watch. Oui, Jean-Christophe. C'était le point vraiment intéressant de l'interview de CNBC. Tim Cook a fait un peu une blague, alors pas du niveau de celle de ce soir évidemment, mais en expliquant qu'en fait tous les produits d'Apple avec quelques années de recul étaient des instant hits, alors que l'iPod, l'iPhone et ainsi de suite ont mis en fait beaucoup de temps à s'installer. Et donc ce que dit Cook, ce que pour le coup je trouvais intéressant, c'est dans quelques années, on se demandera comment on a fait pour pas en acheter une plus tôt. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, quand tu disais qu'est-ce qu'on en sait du succès de l'Apple Watch, Apple donne quand même quelques indications en creux, notamment qu'ils ont vendu plus d'Apple Watch la première année que d'iPhone 1. Mm-hmm. Donc j'ai plus le chiffre en tête, mais voilà, c'est quand même un chiffre assez impressionnant. L'iPhone premier du nom, c'était 6 millions de ventes sur la première année. Donc là, c'est le double. C'est pas ridicule sur un produit qu'on est nombreux à critiquer, même si on le porte au poignet. Ouais, et puis Eli, peut-être, qui lui est revendeur Apple, pourra peut-être nous le confirmer, mais moi j'ai vu passer une info, je crois que c'est sur MacG, où les ventes, depuis que le prix a baissé, là, depuis la dernière keynote, auraient pris un coup de boost, quoi. Absolument. On a un gros problème de disponibilité sur l'Apple Watch. Voilà. Depuis que le prix a baissé sur l'Apple Watch Sport, la demande est repartie. C'est dommage que l'Apple Watch n'ait pas baissé aussi un peu. Et le problème, c'est que les grossistes qui au début avaient du mal à positionner parce qu'il y a de multiples références et puis qu'Apple les a toutes changées pour inclure maintenant des références avec bracelet Linon dans la boîte et non pas les bracelets tout seuls. Donc les grossistes savent pas quoi faire et du coup ils n'approvisionnent pas. Donc aujourd'hui, on a des clients qui viennent au magasin qui veulent une Apple Watch, on essaie de les avoir chez les grossistes, c'est impossible. Donc notre principal problème, c'est qu'on a des Apple Watch depuis décembre qui n'ont toujours pas été livrés. Alors on pourrait les acheter chez Apple, mais Apple, il faut les acheter par palette. Donc, comme il y a maintenant 40 ou 50 modèles, on ne peut pas acheter 50 palettes d'Apple Watch, parce qu'après, ça serait compliqué. Bon, les amis, vous savez quoi, il nous reste 1 minute 15. Donc, d'abord, vous dire que pour son anniversaire, moi, j'ai décidé de recharger mon Apple Watch. Voilà, et je trouve que l'autonomie est toujours un vrai problème. Voilà. Et il nous reste 1 minute à peine. Teddy, je voudrais que tu nous parles vite fait aller peut-être 1 ou 2 produits que tu as apportés avec toi. Allez. Ça va être simple. En fait, j'avais amené 2 casques. Alors là, celui-là, c'est le Meizu HD50 et son intérêt, c'est que en fait, vous le trouvez autour de 50-60 euros et voilà, Meizu c'est quand même un fabricant renommé dans le monde de l'audio. Ils faisaient des baladeurs MP3 de très haut niveau, donc rapport qualité-prix c'est pas mal, surtout pour des jeunes, parce que bon, par contre, si vous êtes c'est vrai que ça fait assez jeune, si vous êtes adepte de musique classique ou de jazz, faut oublier ce casque, mais bon, le prix le dessine également à des jeunes. Il y avait un autre casque, alors celui-là il est vraiment innovant, hein. Ouais, c'est le 3D Sound. Et 3D Sound Lab. Voilà, et que tu avais rencontré, je crois, au CES l'an dernier. Absolument. Qui apporte la 3D audio. En gros, pour vraiment résumer, il aurait fallu en parler plus longuement, mais c'est pas grave. C'est quand vous le branchez, t'es obligé, on est obligé là. Ouais. Yes. Et quand vous le branchez en fait à votre tablette pour regarder une vidéo, en fait, pour regarder un film, c'est vraiment comme si vous aviez en fait un home cinéma, comme si vous étiez au milieu de la scène, quoi. Ça virtualise le son. C'est impressionnant. Moi, j'ai fait ça avec un film qui s'appelle Miami Vice, qui est un film d'action, et vraiment vous avez l'impression d'être au milieu des scènes. Et puis le dernier truc, ça c'est un petit vite. Voilà, c'est la vitre de protection de chez Moshi dont Eli nous avait parlé. Ça se pose réellement, il avait raison, Eli, il nous a pas menti, il nous l'a bien vendu. Ça se pose réellement en quelques secondes, ça protège l'écran de votre iPhone et ça fait pas de bulles. Ça coûte 29 €, franchement. Voilà. Pour ceux qui ont un iPhone, pour moi c'est devenu un truc indispensable. Moshi iVisor Glass, voilà. Il faut qu'on se quitte, les amis, sinon on va être coupé de facto. Très bonne soirée à vous, très bonne journée, si c'est la journée évidemment pour les rediffs. Merci Eli, merci Jean-Christophe. La journée commence pour toi et salut Gilles. Voilà. Merci d'avoir supporté mes blagues vaseuses, comme l'a dit l'un d'entre vous. Je suis extrêmement touché. Ça va, j'ai fait la pire. Passez une très bonne soirée sur Watch où les programmes continuent. Salut à tous et à la semaine prochaine. Non, d'ailleurs, pas d'émission la semaine prochaine pour cause de CES Asia à Shanghai. On se retrouve dans 15 jours. Salut à tous. Salut. Ciao.